Tout le monde émet son point de vue en ce qui concerne la révision constitutionnelle et le calendrier électoral déjà annoncé par le président de la CENI. Raison pour laquelle, dans le cadre de votre émission La Vraie Version, nous recevons quelqu'un qui n'est plus à présenter, qui est M. Papi Tamba, qui est l'invité de ce soir du jour. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de choisir votre chaîne du développement qui est la RTNC2 Développement. M. Papi, bonsoir. Bonsoir, M. Kanja. Merci d'avoir répondu à notre invitation, de votre disponibilité. Un grand merci. Vous vous sentez à l'aise? Vous allez bien? Très à l'aise. Nous vous recevons sur ce plateau, d'abord étant congolais, analyste politique, mais aussi on ne peut pas vous dissocier de votre statut d'un cadre de l'AMPE. Mais la première question que j'aimerais bien vous poser, c'est par rapport à la révision constitutionnelle. Étant d'abord congolais, croyez-vous que cela soit opportun que soit révisée la Constitution de notre pays, selon vous? Merci pour l'invitation. Notre Constitution a le mérite d'être révisée, ne serait-ce que par son histoire et aussi par rapport à l'avenir constitutionnel de notre pays. Peut-être nous voulons même limiter la matière de sa révision sur les plans juste des élections, mais il y a plusieurs matières qui montre que notre Constitution doit suivre les pas de l'évolution. D'abord, elle a été mise en place de façon un peu, je pourrais dire, saccadée et rapide. Les travaux préparatoires des Kananga, je pense, n'ont pas pris assez de temps pour que nous puissions l'élaborer à l'époque, mais aussi, c'est un texte transactionnel. C'est-à-dire c'était une transaction entre les différentes forces politiques en présence, dans le contexte de 1+4. Il s'est fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué et nous avons une sorte d'uniformité des pouvoirs politiques dans notre pays, ce qui n'est plus le cas par rapport au contexte de 2003 à 2006, le moment où cette constitution s'est négociée pour être mise en place. Alors vous constaterez qu'à la lecture de cette constitution, il y a beaucoup de choses qui posent ces problèmes d'application. Prenons des exemples de cas de figure, ne serait-ce que le plan de la décentralisation. C'est depuis longtemps que nous devons passer de 11 à 26 provinces. Le Sénat a été mis en place sur la base de cette réalité et jusqu'à ce jour, nous n'avons toujours pas 26 provinces parce qu'il se pose un problème de moyens pour installer la décentralisation. Nous avons plusieurs problèmes que je pourrais évoquer de cette matière. De l'AMPE, problème des moyens. Ça fait parfois un peu honte là quand les gens de l'opposition disent que c'est vous qui êtes à la commande de la chose, mais vous plairez toujours manque de moyens. Vous accusez, alors que toujours l'opposition dit qu'il n'y a pas de moyens, vous dites, mais c'est de la majorité présidentielle, la plupart sont devenus de plus en plus des milliardaires, des millionnaires. Non, attendez. C'est l'opposition qui le dit. Mais vous dites, pour ce qui concerne les choses de la République, il n'y a pas moyen. Mais les individus très riches, disent-ils. Écoutez, faisons de la politique sur base des réalités. La critique est facile, mais l'art est souvent difficile. La réalité de notre pays, elle est telle que notre pays, aujourd'hui, n'a pas de moyens. Ça, mais les individus sont la plupart riches. J'arrive, je vais répondre à votre question. J'ai dit la réalité est telle que notre pays, aujourd'hui, n'a pas de moyens. Maintenant, vous parlez des individus. Mais il est tout à fait normal que les individus dans un État puissent aussi contribuer d'une manière ou d'une autre à l'enrichissement du pays s'il y a des gens qui s'enrichissent dans notre pays. Tant mieux. Ce que nous pouvions seulement déplorer, c'est quoi? C'est que l'enrichissement soit illicite. Alors, pour que l'enrichissement soit illicite, je n'ai aucune qualité, encore vous ni point, de pouvoir les déterminer si ce ne sont pas les cours et tribunaux. Donc, aujourd'hui, parler d'enrichissement illicite des gens, sans une décision de justice qui puisse épingler cet enrichissement illicite, ça devient aussi une manière de faire un déni de justice. Et c'est un débat qui ne m'intéresse pas beaucoup. La réalité aujourd'hui dans notre pays, elle est là. C'est que nous sommes un pays qui était un pays endetté, surendetté plutôt, et nous étions un pays qui était non pas seulement surendetté, mais encore pauvre. Inscrit dans l'ONU parmi tant d'autres pays comme étant des pays qui devaient faire partie du programme de l'initiative PPT. Ce n'est pas la majorité qui a créé cette situation-là. C'est une situation que la majorité au pouvoir a trouvée. La majorité au pouvoir essaye un peu de rehausser les niveaux de notre pays, ne serait-ce qu'en termes de prévisions budgétaires,
en termes de capacité de mobilisation des recettes. Donc nous ne disons pas que nous sommes déjà arrivés où nous devons arriver, mais nous reconnaissons que même s'il y a ces progrès, mais les moyens sont encore maigres par rapport aux différents problèmes qui se présentent dans notre pays. Voilà la situation. Mettre en place la décentralisation, je pense que les calculs ont été faits, ça exigerait aujourd'hui que nous puissions avoir au moins un budget de 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars, c'est pratiquement la moitié de notre budget national pour tous les secteurs. Alors imaginez aujourd'hui que nous puissions maintenant installer les 26 provinces, où trouverons-nous les 3 milliards? C'est quand nous disons que nous avons pas un problème de moyens. Parce que 30 milliards manquent à la République démocratique du Congo. Je ne dis pas que ça manque. Je suis en train de vous dire que c'est la moitié de notre budget. Justement. Maintenant, faudrait-il... Où trouverons-nous ces 3 milliards? Parce que ça manque. Je suis en train de vous dire ceci, que les moyens dans un État, il faut pouvoir les trouver et il faut avoir une certaine imagination. On nous avait fait entendre qu'avec la TVA, écoutez, les salaires sera retouché. Et une fois, le Premier ministre nous avait promis cela, qu'on doit boucher tous les trous de là où les gens volaient. Avec la bancarisation, on devrait, n'est-ce pas, réduire les taux de détournement d'argent, mais les retombées, on n'en sent pas. Les retombées, je pense qu'en ce qui me concerne, les salaires est resté les mêmes. Je devais les voir autrement. Ce n'est pas un problème d'augmenter les salaires. Mais ce qui a été annoncé quand même. C'est un problème de baisser les coûts de la vie. Aujourd'hui, on peut augmenter les salaires même à proportion de 100% si les denrées alimentaires ou les produits de première nécessité augmentaient les prix à hauteur de 200%. Les salaires deviendront encore maigres par rapport, même si les chiffres deviennent plus importants. Et les choses ne sont pas encore baissées, augmenter la souffrance. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine stabilité des prix et une certaine baisse dans certains domaines, même si dans certains points de contradiction. Peut-être que vous n'allez pas au marché, hein, vous envoyez la bonne. Il faut par moment descendre sur le terrain pour savoir les prix d'un pio d'hier. Je suis un homme de terrain. Et les prix d'un pio d'hier. Je suis un homme de terrain. Moi, je vous parle de la stabilité. Les Congolais ne mangent pas bien, vous le savez. Monsieur Kanja, je vais vous dire une chose. Oui. Je vais vous dire une chose, c'est que dans ces pays, j'ai connu, où nous avons tous connu, dans l'histoire de ces pays, des gens qui, avec son salaire, ils touchaient le salaire, ils s'achetaient des bouteilles de bière et ils n'avaient plus rien. Ce n'est pas dans une autre planète, c'est dans ces pays. Aujourd'hui, dans ces pays, nous avons des salaires et les personnes, si je ne dis pas que c'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas avec des bouteilles de bière qui peuvent épuiser les salaires, vous le savez. Donc nous parlons d'une certaine évolution. Dans ce même pays, on a aussi connu, moi je suis enfant d'un enseignant, où il était payé, mon père, et s'annuait le début du mois étant enseignant. Un monsieur respecté hier. Et on en connaît aujourd'hui un enseignant comme mon père. Il faut que je paye pour lui la maison parce qu'il est incapable de payer sa propre maison. Alors, à vous entendre parler, vous voulez me faire croire que l'indice de développement de la RDC était fameux. C'est ce que dit la population. C'est ce que... Non, je dis vous voulez me faire croire. Dans ces cas-là, vous contredisez tous les chiffres. Si vous voulez me faire croire que l'indice de développement de la RDC était terrible il y a 15 ans, il y a 20 ans, par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, vous contredisez tous les chiffres. Si vous voulez aussi me faire croire que la corruption dans l'enseignement, c'est une innovation kabiliste, c'est-à-dire c'est arrivé aujourd'hui, et qu'à l'époque de votre parent, avec son salaire noué les débuts de mois, il n'avait pas besoin de faire d'autres pratiques qu'on décriait à l'époque. Là, je pense que ça me pose encore un problème. Non. C'est depuis 30 ans dans ces pays que l'indice de développement humain n'a pas bougé. C'est aujourd'hui qu'il commence à bouger. C'est depuis 30 ans dans ces pays. Revenons alors à notre question, oui. Voilà. Alors, notre question, c'est à savoir, vous disiez qu'il y a moi, je parle de la nécessité de réviser certaines dispositions de notre Constitution. Vous m'avez posé la question, j'ai répondu dans l'affirmative. Mais parce qu'on vous reproche, vous, au niveau de l'AMP, de tenir mordicus à cette révision constitutionnelle. À tout prix, il faut qu'on révise. Qu'est-ce qu'il y a derrière vous, là, tout ça? Il n'y a rien derrière. C'est juste que, parlons franchement sans tabou. Dans votre question, je sens de façon sibylline que vous présentez la situation électorale. Vous dites, voilà, quand on parle de la révision, nous parlons de la révision de la Constitution. Mais écoutez, M. Kandja, moi je pense que quand nous voulons parler de la révision, parlons de la justice aussi électorale. Premier mandat électoral en 2006, nous organisons l'élection présidentielle, nous organisons l'élection législative. En 2007, on organise les élections des assemblées provinciales qui donnent place aux gouverneurs des provinces ainsi qu'au Sénat. Nous arrivons en 2011, nous nous limitons à la présidentielle
et nous organisons aussi les législatives. Pas d'élection au niveau du Sénat, au niveau des assemblées provinciales et des gouverneurs des provinces. Alors la particularité, c'est qu'en 2006, les locales, les municipales sacrifiées. En 2011, les locales et municipales sacrifiées. Maintenant, les problèmes se trouvent à quel niveau? Les problèmes se trouvent qu'au moment où nous sommes en train de faire une émission avec vous, c'est que nous avons l'institution présidence de la République qui a encore la légitimité et la légalité. Nous disons que commençons par la justice électorale. La justice électorale voudrait que ceux qui n'ont pas eu d'élection du tout commencent à en avoir, que ceux qui sont en dépassement des mandats commencent par connaître un assainissement, et ceux qui ont encore un mandat à effectuer, laissons-les au moins finir d'abord leur mandat. En quoi est-ce que ça serait péché contre la République le dire? En quoi être péché contre la République le dire, mais par rapport, avant de parler du calendrier électoral, parce que vous avez déjà survolé sur cela, mais qu'à cela n'en tienne, nous allons arriver, mais aujourd'hui à la cité, j'ai entendu quelqu'un dire, l'AMP, quand elle réclame que soit révisée la Constitution de la République, est-ce qu'elle reconnaît que demain, après-demain, en cas d'alternance politique, demain, après-demain, ceux qui prendraient peut-être la commande vont aussi réviser la Constitution en la taillant à leurs propres mesures? Est-ce que l'AMP demain en ferait tel problème dans les cas où, comme disent les militaires, dans cette question a le mérite de m'inquiéter, et je l'entends souvent. Ce sont des théories qui amènent à une tendance à la personnification du pouvoir politique. La révision et la constitutionnelle, c'est un domaine institutionnel. Ça n'a rien à voir avec une famille politique. C'est lié par rapport aux nécessités de développement et d'assainissement d'un contexte social. Ici, je vais citer les sages Solon, à qui on a demandé quelle est la meilleure constitution au monde. Il a répondu, dites-moi pour quel peuple et à quelle époque. La majorité présidentielle, si aujourd'hui elle se range dans l'opposition parce qu'elle aurait perdu les élections, ne trouverait aucun inconvénient que la révision de la Constitution soit effectuée pour faire avancer les pays. La Constitution n'est pas là pour bloquer les pays. Je vous parle d'un fait réel. Aujourd'hui, quand nous parlons d'un enjeu électoral au niveau municipal, ça ne veut pas dire que la majorité l'a gagné d'avance. Quand nous parlons de remettre les choses dans l'ordre au niveau des assemblées provinciales, du Sénat et des gouverneurs des provinces, ça ne veut pas dire que la majorité a gagné d'avance. Ça voudrait dire que nous ouvrons le jeu démocratique à la concurrence. À chaque parti politique, à chaque famille politique, d'aller se préparer pour les candidats. Qu'ils puissent avoir de la... C'est aussi une manière de démontrer comment est-ce que nous sommes forts au niveau de la base. Notre problème n'est pas de tailler une constitution sur mesure. C'est-à-dire, nous ne voulons pas que la constitution soit taillée sur la mesure d'un individu ou d'une famille politique. C'est pour les besoins du pays. Et si demain, d'aventure, les gens prenaient le pouvoir et que nous sommes dans l'opposition, et qu'ils sont confrontés dans la même situation que nous aujourd'hui, ils présentaient la nécessité de réviser la Constitution, je ne vois pas en quoi est-ce que nous devons nous opposer. Puisque réviser la Constitution voudrait dire quoi? Voudrait aussi dire que cette révision doit être adoptée. Les débats resteront maintenant ailleurs. Justement, adopter, c'est aussi encore un autre problème parce que entendre les gens de l'AMP, comme si vous êtes tellement sûr qu'elle sera révisée, cette constitution, tenez-vous compte de la population qui peut dire non à ça? Dans les cas où la population disait non, par un référendum, qu'allez-vous faire? Je pense que la population ne doit pas, en tant que pouvoir constituant originaire, être sollicitée à tout moment. Elle ne peut être sollicitée que pour des questions majeures. Notamment... Donc vous allez recourir... Non, je ne sais pas si aujourd'hui il y a un débat. Ne nous voilons pas la face. Il y a un débat aujourd'hui et personne ne peut priver à quiconque de se prononcer ou bien de se lancer une idée dans la tête dans une démocratie. La vérité c'est quoi? C'est que, parlons de l'article, du fameux article 220. Justement, qu'allez-vous faire Il y a des gens aujourd'hui oui, qui estiment que cet article ne peut pas être modifié. Qui estime? Non, qui estime, c'est-à-dire il y a des gens... La Constitution elle-même. La Constitution, mais je suis en train de dire ceci, les gens qui l'estiment se focalisent sur la Constitution. Ils ont la Constitution comme texte de référence. Il y a une autre partie des gens qui pensent que l'article 220 peut être révisé en recourant aussi
à une possibilité constitutionnelle. Ça veut dire? Ça, c'est la vérité. La Constitution elle-même a été mise en place par un pouvoir constituant originaire qui, lui aussi, les pouvoirs constituants originaires, notamment les peuples, a aussi la capacité, soit du remplacement du texte ou d'en modifier les contenus. Donc, c'est ça que je suis en train de dire, que les deux possibilités sont ouvertes. Et c'est un débat. Mais ce débat n'a pas encore atteint un niveau pour qu'on dise qu'on va organiser les référendums. Les débats se trouvent d'abord ailleurs, puisque aujourd'hui la majorité, à travers le gouvernement de la République, qui est un gouvernement qui est l'émanation de la majorité, a parlé d'un projet de la révision constitutionnelle qui n'a rien à voir avec l'article 220. C'est pour adapter, bien entendu, les textes de notre Constitution par rapport au projet de loi qui a été déposé par la CENI, notamment en matière électorale. Parce qu'en matière électorale, je vous ai dit tout à l'heure que la CENI, ou je vous l'ai dit plutôt, la CENI aujourd'hui dépose 3 projets de loi. C'est-à-dire quoi? La loi portant organisation municipale et locale, la loi électorale portant organisation des assemblées provinciales du gouverneur des provinces et des comment on appelle ça, et du Sénat plutôt, et la loi électorale portant organisation de l'élection présidentielle et de l'élection législative. Et aussi la CENI propose pour les élections locales. Il propose maintenant, la CENI commence à, dans d'autres échéances,